Hey, salut! Cet épisode est présenté par Aura Protection et ses culottes menstruelles qui vont tellement changer ta vie que je regrette presque mon hystérectomie. Je vous le dis, j'oubliais que j'étais menstruée avec ces culottes-là et surtout, j'ai découvert une liberté que j'avais jamais connue avant, celle de bouger, de dormir, de vivre sans avoir toujours besoin de penser à ma protection menstruelle. Mon seul regret, c'est de les avoir découvertes juste à 35 ans. Ça fait que faites pas la même erreur que moi et rendez-vous sur le www.auraprotection.com. Ah, puis quelque part pendant l'émission, vous allez entendre sonner. Ça va être la minute menstrue qui débarque sans prévenir, comme vos règles. Salut, vous écoutez Guerrière par Maud Michaud, le podcast dans lequel on jase de toutes ces choses que les femmes vivent et ne devraient jamais vivre. Et aujourd'hui, on va s'expliquer comment ça se fait que la langue française est sexiste. Parce que oui, elle est sexiste. Et là, vous allez dire, ah, encore une autre affaire, tout est sexiste, coudonc, oui. Malheureusement, la plupart des choses le sont, mais la langue française l'est tout particulièrement. Et je suis déjà un peu déçue parce que je prédis que cet épisode-là n'aura pas les codes d'écoute que peuvent avoir d'autres épisodes sur des sujets plus polarisants. Pourtant, c'est un épisode que je crois que tout le monde devrait écouter parce que la langue, c'est quelque chose qu'on emploie chaque jour pour s'exprimer à l'oral, pour s'exprimer à l'écrit, pour se représenter le monde dans lequel on vit. Alors, si cette langue-là est sexiste, chaque fois qu'on l'utilise, on a un petit risque de sexisme aussi, là. Ça va jusque-là. L'autre raison pour laquelle je tenais à parler de ce sujet-là, c'est parce que je sais qu'actuellement, l'écriture inclusive est quelque chose qui est énormément critiqué. On en parle beaucoup, le monde trouve ça lourd, le monde trouve ça compliqué, le monde ne comprend pas pourquoi on commencerait à se faire chier avec ça. Eh bien, dans une optique féministe, on va aussi s'expliquer dans cet épisode-là pourquoi l'écriture inclusive, c'est vraiment une bonne idée. Et je vous dis, ça vous turn off l'écriture inclusive, raccrochez pas. Attendez, prenez le temps d'écouter ce que j'ai à dire, de peut-être mieux comprendre l'histoire de notre langue aussi pour déterminer ensuite si ça vaut pas la peine de faire cet effort, d'aller vers l'écriture inclusive, même si je conviens que ça peut sembler plus lourd. Et ça l'est, du moins le temps qu'on s'adapte, c'est vrai. On va commencer en se faisant un petit topo historique. Et là, je ne vous dirai pas que tout allait pour le mieux pour les femmes avant d'un point de vue de la langue, là. Pas plus que le reste, ce serait bien vous mentir, parce que si vous m'écoutez depuis la saison 1 de Guerrière, vous savez que depuis la fin de la préhistoire, on mange nos bas en tant que femme. Par contre, reste que jusqu'au 18e siècle, on avait une place qui était différente dans la langue française, entre autres par la façon dont on nommait les métiers. Parce que oui, même à cette époque-là, les femmes n'étaient pas qu'à la maison en train de laver le plancher et torcher les enfants. Plusieurs femmes occupaient des métiers, des postes importants. Ça, c'est une chose qui vous surprend peut-être, qu'on n'entend pas très, très souvent. Mais les femmes pouvaient pratiquer plusieurs métiers qu'elles pratiquent aujourd'hui et je pense entre autres à tout ce qui touche la médecine, la justice, etc. On en avait des femmes. Et à ce moment-là, on ne les appelait pas de la même manière qu'aujourd'hui. Vous allez être assurément très surpris d'apprendre qu'une femme médecin, au 18e siècle et avant, on l'appelait une médecine ou une doctoresse. Doctoresse, c'est un terme qu'on entend encore aujourd'hui quand on pense à quelqu'un qui a obtenu un doctorat, mais à l'époque, on utilisait le mot doctoresse pour parler aussi d'une femme docteur, mais dans le sens de médecin. Donc, les femmes médecins, on les appelait les médecines ou les doctoresses. On avait plein de femmes qui étaient dans l'art, entre autres, et plutôt que de les appeler les poètes ou les peintres, eh bien, on les appelait les poétesses et les peintresses. Et il y avait toute une autre panoplie de métiers comme ça qui avaient leur penchant féminin. Et ce penchant féminin-là n'est pas disparu pour rendre les choses plus faciles, contrairement à ce qu'on a l'impression aujourd'hui. Parce que quand on entend ces mots-là aujourd'hui, on se dit « pfff, c'est bien lourd, c'était bien compliqué ». Oui, mais non, c'est le langage qui était utilisé à l'époque. Tout le monde se comprenait très bien avec ça. Malheureusement, les choses ont peu à peu changé avec l'arrivée de l'Académie française au 18e siècle. C'est dit, bon, là, on va faire du ménage dans la langue. Vous avez compris que l'Académie française, c'était composé que d'hommes. Il n'y avait aucune femme à l'intérieur de ça. Et c'est aussi un moment où on s'est vraiment mis à tasser les femmes, donc à considérer que c'était des mineurs, des enfants, que leur place était
dans les foyers, etc. Elles ont continué, by the way, à travailler à l'extérieur, mais bref, c'est la perception qu'on avait d'elles. Ce qui fait en sorte que nos dos de l'Académie française se sont dit, hey, écoutez, là, une médecine, c'est pas sérieux. C'est les hommes qui sont médecins. Ça va être les médecins, médecine, on enlève ça. Une jugesse, c'est ridicule. On va y aller avec juge, ça va être vraiment suffisant. Peintresse, poétesse, même affaire. C'est des métiers d'hommes, tout ça. Alors, on va enlever le penchant féminin. Ce sont des métiers nobles, ce sont des métiers qui sont strictement masculins ou qui devraient être strictement masculins. Donc, on va faire disparaître complètement le penchant féminin. Et c'est vraiment comme ça que ça a été pensé. Ce n'est pas une interprétation que je vous fais, là. Si vous faites des recherches, vous allez trouver des écrits à l'intérieur desquels ces choix-là ont été faits pour cette raison-là. Les métiers nobles sont effectués ou doivent être effectués par des hommes et pour cette raison-là, le féminin n'a rien à voir là-dedans, on l'exclut. Et on le voit entre autres quand on se rend compte qu'il y a des métiers qui, eux, ont gardé leur penchant féminin à travers le temps. Les métiers qui sont moins nobles. Pensez entre autres à boulanger, boulangère. Une boulangère, c'est quelque chose qu'on a continué d'entendre à travers le temps. C'est pas un mot qui sonne bizarre quand je le prononce, comme si je vous dis médecine, mettons. Serveur, serveuse, vous pouvez penser à toutes sortes de métiers qu'on considérera moins nobles dans notre société et qui ne sont pas moins nobles, là, soit dit en passant. Là, je pars de la vision de nos d'autres de l'Académie française, je ne pense en aucun cas ça, qu'on se comprenne bien. Mais vraiment, la volonté dans ce premier ménage, parce qu'il y en a d'autres qui ont été faits, on va le voir après, qui a été fait par l'Académie française, a été d'éliminer le penchant féminin des métiers qui étaient jugés par les mêmes doudes comme étant nobles et donc devraient être masculins seulement. Et on va voir un peu plus tard que c'est pas sans conséquence, mais j'y reviens tantôt. Avant le 18e siècle, pour accorder les noms avec les adjectifs, etc., on utilisait principalement deux méthodes. Okay? La première, c'était la méthode de proximité. Donc, le nom, qui était le plus près de l'adjectif, allait être accordé avec. Donc, je vais dire le gazon et les fleurs sont vertes. Pourquoi je le mets au féminin? Parce que le mot le plus près de verte, c'est fleur, et fleur, c'est féminin. À l'inverse, si je disais les fleurs et le gazon sont verts, eh bien là, à ce moment-là, j'accorderais au masculin. Donc, c'était vraiment le nom le plus proche de l'adjectif avec lequel on accordait la phrase complète. Donc ça, c'était la méthode de proximité. L'autre méthode, c'était l'accord au genre majoritaire. Donc, si je dis « un garçon et 4 filles », sont contents, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on dit, hein, le masculin l'emporte systématiquement, eh bien, avant, on aurait dit un garçon et 4 filles sont contentes, parce que y a plus de filles que de garçons. Donc, la majorité, en termes de nombre, l'emporte. Et ça, c'est quelque chose qui faisait beaucoup de sens, parce que depuis qu'on a décidé que le masculin l'emportait systématiquement sur le féminin, eh bien, même si on a un groupe où il y a un homme et 100 femmes, on va quand même accorder au masculin, ce qui est un peu bizarre, on va pas se mentir. Alors, nos doudes de l'Académie française ont regardé ces deux règles-là de proximité et de nombre et se sont dit, toujours au 18e siècle, « Hey, tu sais-tu quoi? On va pas continuer comme ça. Le masculin va l'emporter à cette heure, pas parce que ça va être plus simple, hein? Soit dit en passant toujours, ce n'était pas pour cette raison-là que ça a été pensé, ça non plus, mais parce que le sexe masculin était simplement plus noble. Alors, on s'en posera plus de questions. Dès qu'il y a un homme d'inclus là-dedans, il est supérieur à la femme, donc forcément, on va accorder au masculin. Et c'est vrai qu'il s'agisse de personnes, mais aussi d'objets, par exemple. Et ces choix-là ne sont pas sans conséquences. Ils ne l'étaient pas à l'époque, mais ne le sont toujours pas aujourd'hui. Ça crée un biais au niveau de la représentation mentale. L'exemple que j'aime toujours donner, c'est si je vous dis, pensez à un groupe de médecins. Par défaut, peut-être pas tout le monde, mais une majorité d'entre vous, allez voir un groupe d'hommes dans votre tête. Et c'est normal, parce que le médecin, par défaut, est un nom qui est masculin et nous fait penser à des individus de sexe masculin. Tandis que si je vous disais, pensez à un groupe de médecins et médecine, eh bien là, forcément, vous verriez des femmes. Là, pour l'instant, vous ne les voyez peut-être pas. Peut-être que médecine, pour vous, ça vous dit juste médecine, c'est comme la science. Là. C'est pas les filles qui soignent les gens. Je comprends. Mais si on a le penchant féminin, si on s'habitue à ce mot-là et que je vous disais, pensez à un groupe de médecins et médecine, vous verriez sans doute un groupe d'hommes et de femmes. Évidemment, comme il y a de plus en plus de femmes médecins, et on va revenir à ce fameux terme-là aussi, femmes médecins, peut-être que votre représentation a changé dans le temps. Mais à l'époque, il y en avait très peu. Et c'est le cas pour plusieurs métiers différents.
Donc, si je pense à un groupe de juges, ben probablement que vous voyez une gang de dudes, peut-être même d'un certain âge. Et là, je tombe dans le stéréotype, le cliché, c'est pas correct. Mais vous voyez sans doute une gang d'hommes quand on pense à un groupe de juges. Mais si je vous disais, pensez à un groupe de juges et de jugesses, alors vous verriez aussi des femmes. Donc le fait d'exclure le penchant féminin de certaines professions, c'est pas quelque chose qui est anodin. Ça change notre représentation mentale, dans ce cas-ci, de ces métiers-là. Et ça va loin. Ça peut même impacter les ambitions de certaines jeunes filles, de certaines jeunes femmes qui pourront plus difficilement s'identifier à certains métiers parce que lorsqu'elles sont nommées, la représentation qu'elles s'en font est toujours masculine. Il y a une étude allemande qui a été faite à ce propos-là et qui a montré que l'utilisation d'un langage inclusif améliorait la représentation des jeunes filles à l'intérieur de certains métiers et même leur confiance à être en mesure de éventuellement faire ces 10 métiers-là. C'est quand même pas rien. Donc, je le nommais d'entrée de jeu au début de l'épisode, mais il faut vraiment comprendre que la langue et pas juste un outil de communication pour parler, pour écrire, mais aussi pour se représenter le monde. C'est à travers nos mots qu'on se représente le monde. Même quand on réfléchit avec des mots, on réfléchit avec la langue. Donc la langue, à chaque instant, nous permet de nous faire une représentation de la réalité à l'intérieur de laquelle nous vivons. Et si ces mots-là, pour beaucoup, excluent systématiquement le féminin, donc les femmes, bien forcément, notre représentation en est altérée. Forcément, on se sent nous-mêmes exclus. Et je vous le disais quand je vous racontais qu'au 18e siècle, en fait, avant le 18e siècle, beaucoup de femmes occupaient toutes sortes de postes, donc en art, en médecine, etc. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, à ce jour, si vous avez 30, 35, 40, 45 ans, que vous avez suivi le cursus régulier à l'école, vous avez eu les cours d'histoire normaux, là, les standards, puis tout ça, ça vous surprend. Ça vous surprend parce que vous êtes un crime. Moi, j'avais jamais entendu parler qu'il y avait des femmes qui étaient médecins dans les années 1700. J'avais jamais entendu parler de ça, ou très peu probablement. Mais c'est entre autres dû au fait qu'on les nomme plus. Donc, même dans les cours d'histoire, quand vous entendez les médecins, bien forcément, on est sur une gang de dudes. L'Académie de la langue française nous a donc aussi auto-éjecté de l'histoire. Parce que ce qu'on connaît de notre histoire vient beaucoup de ce qui a été écrit à partir du moment où des choses ont été écrites. Mais si tout ce qu'on a écrit à partir du 18e siècle ne contient plus de termes féminins parce qu'on l'a tassé au profit du masculin qui l'emporte, ben on n'est plus représenté dans l'histoire non plus. Ça va jusque-là. À part si on parle de bébé ou autre, on s'entend, là, où là, finalement, la femme, OK. Mais dans toutes sortes de choses, incluant les métiers, c'est comme si on n'était pas là. Alors que pourtant, on l'est. Et là, je vais revenir justement sur ma fameuse femme médecin. Quand on parle, pour bien expliquer, illustrer qu'on parle d'une femme à propos d'un métier, on va dire une femme médecin, pour être sûr que les gens ne se figurent pas un homme. Une femme médecin, une femme pilote, une femme ingénieure. C'est des choses qu'on va souvent entendre. Une femme juge, par exemple. Et ça, c'est pour que les gens puissent vraiment comprendre qu'on parle d'une femme, parce que sinon, ce ne sera pas clair et on pensera probablement qu'il est question d'un homme. Et dernièrement, je suis tombée sur un post de Camille Guéry sur les réseaux sociaux. Si vous ne la suivez pas, je vous invite plus à le faire. Si vous aimez le contenu féministe, vous allez adorer cette femme. Et elle a décidé de faire l'exercice inverse pour montrer à quel point tout ça était vraiment insensé. Imaginez qu'on fasse le contraire. OK? Donc, on aurait, par exemple, un homme institutrice, ou un homme infirmière, ou un homme coiffeuse, ou un homme sage-femme. Là, vous entendez ça, vous dites, ben non, là, ça n'a pas rapport, là, c'est farfelu, tout ça, là. Mais pourquoi les choses semblent si sensées quand on parle d'une femme médecin et si peu sensées quand on parle d'un homme infirmière? On a volontairement exclu les femmes de notre langage. Et je comprends que ce soit quelque chose qu'on a acquis, qu'on a intériorisé. C'est tout à fait correct, c'est tout à fait normal, c'était inévitable. Mais il faut quand même comprendre que chaque fois qu'on accepte, qu'on dit, ben oui, ça va de soi que dans la langue, le masculin l'emporte sur le féminin, ben en fait, on accepte beaucoup plus que ça. On accepte que le masculin l'emporte sur le féminin at large. Parce qu'on se rappelle que le langage est notre façon de nous représenter le monde. Je sais là, que comme ça semble tellement bizarre parce que c'est pas des choses qu'on a l'habitude d'entendre, mais prenez un 2 minutes, là, à la fin de l'émission, là, prenez un 2 minutes pour réfléchir à ça. Comment ça se fait qu'on trouve ça si normal de dire une femme médecin, mais que ça soit si ridicule et insensé de dire un homme coiffeuse?
par exemple. Ça relève vraiment des choix qu'on a fait au niveau de la langue et la manière dont on sait, je ne vais pas dire auto-exclu parce que c'est pas un choix des femmes, mais qu'on a exclu les femmes de notre langue, de notre façon de nous exprimer. Assez que pour dire qu'on occupe un métier, il faut qu'on mette le mot femme devant, parce que sinon, ça n'a pas l'air d'être nous autres qui faisons le dit métier. Hey, c'est l'heure de la minute menstrue qui débarque n'importe quand, comme tes règles, présentée par Aura Protection. C'est vrai qu'on parle des menstruations plus qu'avant. Il y a du progrès. Les jeunes générations sont souvent plus ouvertes, on voit des campagnes, on dit des choses qu'on n'aurait clairement jamais dit en public il y a 20 ans. Mais il ne faut pas se compter d'histoire. Les règles, c'est encore quelque chose de tabou. On continue de glisser discrètement une serviette dans notre manche quand on va à la toilette. On chuchote à un ami « T'aurais-tu un tampon? » On dira jamais ça fort. On évite d'en parler à la job. On n'annule pas un rendez-vous même si on est plié en deux. On se force à sourire, à performer, à minimiser. Et on dit au monde qui s'inquiète « Ah oui, c'est parce que je suis juste un peu fatiguée aujourd'hui, mais pratiquement jamais, ah, j'ai mes menstruations puis je suis pas vraiment fonctionnelle. » Puis ça, on en parle dessus, on le montre jamais. À la télé, dans les annonces de protection menstruelle, il est bleu. Dans les pubs de tampons, les femmes dansent habillées en blanc. Qui s'habille en blanc quand elle est menstruée? La vérité, c'est que les menstruations, c'est une réalité biologique qu'on a transformée en espèce de gène social avant même la fin de la préhistoire. Et cette gène-là existe clairement toujours. Ça fait que parlons-en à notre chum, à notre blonde, à nos enfants, s'il vous plaît, à nos collègues, à notre boss. Démocratisons-le. Je suis menstruée aujourd'hui et je suis moins en forme. Au même titre qu'on n'a aucun mal à dire « Hey, j'ai mal à la tête » ou j'ai pas bien dormi la nuit passée puis je suis fatiguée. Parce que plus on en parle, moins c'est gênant. Et plus c'est normalisé, plus on est libre. De retour au programme principal. C'est là où on arrive à la fameuse écriture inclusive, là, qui actuellement dérange beaucoup. C'est quelque chose qu'on encourage plus. On voit de plus en plus d'institutions, d'entreprises l'adopter. Beaucoup, par contre, de détracteurs qui disent « Ah oui, mais là, c'est compliqué, là, commencer à mettre le féminin, le masculin, des fois combiner les deux ensemble, je sais pas comment ça marche. » Je comprends. Je comprends sérieusement et sincèrement. Ça fait 1 an, moi, que j'utilise le langage inclusif et je l'utilise pas toujours bien et je ne pense pas l'utiliser chaque fois parce que c'est tout sauf un réflexe. C'est vrai que ça nécessite de revoir une partie de la façon dont on écrit. Je suis vraiment d'accord avec ça. Mais il n'est pas question que de rajouter un « e » quelque part puis se faire chier avec ça, puis voyons, ça vaut pas la peine, on va arrêter de s'enfarger dans les fleurs du tapis. Il est vraiment question, et c'est ce qu'il faut retenir, de représenter tout le monde. Tout simplement. Et il est grand temps qu'on ramène ça. Et c'est très drôle, hein, parce que même l'Académie française, surprise, surprise, considère que l'écriture inclusive, et ils l'ont vraiment nommé comme ça, pourrait être un péril mortel. Mortel pour la langue. Rien de moins, la gang. Mais pendant ce temps-là, accepte de plus en plus de mots dans nos dictionnaires, des anglicismes comme forwarder ou liker, toutes sortes de mots qui ne font pas nécessairement partie des dictionnaires, mais de notre vocabulaire et que personne ne remet en question. Donc, la vraie vérité, ce qui dérange vraiment en dessous du langage inclusif, au-delà du fait qu'on doit réapprendre à écrire certaines choses, j'en conviens, d'une certaine manière, c'est le fait qu'on revienne à une égalité dans la langue. Du moins du point de vue de l'Académie de la langue française, ça me semble d'une évidence on ne peut plus clair. Et là, je sais que c'est confrontant. Je sais que l'accord de proximité ou de nombre dont je vous parlais tantôt, ça sonne bizarre dans nos oreilles quand on n'est pas habitué. Je sais que des mots comme « autrice », pour l'avoir moi-même trouvé vraiment pas beau comme mot, ça sonne bizarre. Assez que personnellement, je me suis dit, ben non, moi, dites auteur, s'il vous plaît, l'autrice, que c'est ça, c'est bien étrange. Mais dans les faits, c'est un mot qu'on disait avant. C'est juste qu'il a été rayé du dictionnaire et on peut tout à fait le ramener. Et en le ramenant, on va s'assurer d'une représentation des femmes dans la littérature qui disparaît quand on utilise seulement le mot auteur, même si on y ajoute un « e ». On s'entend que la représentation est loin d'être aussi forte et peut-être un petit peu plus quand on est à l'écrit, mais à l'oral, par exemple, très, très peu. Fait que je comprends que ça demande un effort. Je comprends que ça demande de s'asseoir pour faire « ouais, OK ». Je dis pas que c'est simple d'aller vers l'écriture inclusive, de revenir à une forme qui représente mieux les femmes, mais c'est plus juste. Et c'est non seulement plus juste au niveau de la langue française,
mais aussi au niveau de notre représentation du monde dans lequel on vit. Et pour cette raison-là, on a toutes les raisons de tendre vers l'écriture inclusive aujourd'hui pour s'assurer que les femmes, mais pas que les femmes, les gens issus de la diversité sexuelle, bref, tout le monde, ils soient représentés et puissent s'identifier. C'est ce qui complète cet épisode sur la langue française. Je sais que c'est challengeant, que c'est confrontant. Je demande à personne d'adopter l'écriture et le langage inclusif demain matin. Ça demande un travail, ça demande une réflexion, c'est correct, mais je vous propose de garder ça en tête, de voir comment vous pouvez adapter votre langage de manière à inclure plus systématiquement tout le monde. Et on verra bien où tout ça nous mènera, mais comme je le nommais plus tôt, comme de plus en plus d'institutions et d'entreprises l'adoptent, je pense qu'on s'en va vers une meilleure représentation des femmes dans notre langue. Si vous avez des questions ou des commentaires, je vous invite à m'écrire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. Sinon, je vous invite aussi à vous abonner à mon compte Spotify et ma chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et je vous dis bye!